à Ali Béchin d'Alger. Salut Adino, c'est Dama. Donc mon patron m'a dit qu'il est d'accord et que le marbre te sera envoyé par ses soins. Il veut juste savoir de quelle manière il sera payé. Ou plutôt, pour lui, la solution meilleure est que je vienne moi-même à Alger pour prendre les blocs. On ne sait jamais, dit-il. De quelle quantité aurais-tu besoin? Fais-le nous savoir au plus vite, parce que lui, il me le demande tous les jours. Et moi, je suis fatiguée de devoir toujours lui répondre la même chose. Et toi, comment vas-tu? Tu devrais voir maman et papa, comme ils se sont réanimés depuis qu'ils ont décidé de venir te trouver. Ils sont contents comme des enfants. Je te salue bien. Ciao. Et tâche toujours de bien faire. La galéasse jeta les amarres dans le port d'Alger. Un navire marchand chargé de marbre, paonazzo, de la Prugiana, blanc, avec des veines jaunes, or et verdâtres. Un marbre rêveur. Après l'amarrage, une foule d'esclaves, comme des fourmis, place le marbre sur des chars tirés par des bœufs et partant de Bab el-Bahr, ils se dirigent vers le fondour d'Ali Béchin Pacha, le magasin situé à proximité de la caserne des Lions, où furent stockés en ordre méticuleux les plaques de marbre. À diriger les travaux délicats, il y avait Dama, qui avait ramené avec lui un groupe de vicours ouvriers auxquels il criait des ordres et qu'il insultait souvent, créant la stupeur parmi les tranquilles gens du souk, peu habitués à un tel spectacle de travaux intenses. « Oh, Franchet, mais je dois te le dire en turc, que tu ne dois pas le poser par terre? Tu as la tête plus dure que le marbre, toi, hein? C'est facile pour toi de dire ça, Dama. Mais tu ne vois pas qu'on ne distingue même pas où mettre les pieds au milieu de cette boue? Et ça veut dire quoi, ça? Que si tu ne vois pas où mettre les pieds, alors tu peux faire ce que tu veux? Là, on est mal parti, Franchet, très mal. Secoue-toi un peu avant que la moutarde ne me moutonnait. Il travaillait dur les rues de Massoir, tout en air et obstination, insensible à la fatigue. Les indigènes, les beldis incrédules, étaient frappés par une diligence aussi implacable et éprouvaient un fort étonnement mu par une atavique, somnolente et ralentie conception du travail. La parfaite antithèse du monde par lequel ils concevaient ces étrangers. Les galéasses chargées de marbre entraient dans le port une fois par mois. Dama avait pour mission de diriger l'équipe de manœuvre au travail de déchargement et de stockage des plaques, d'encaisser l'argent auprès de son frère Altino et de revenir à Massa avec les manœuvres à peine finies les opérations. Et ce, tous les mois. De Massa, Dama en avait ramené à Alger une vingtaine entre tailleurs et poseurs de carreaux de marbre qui s'étaient installés dans une dépendance du palais d'été d'Ali Pacha, dans la campagne proche de Bab Azoun. Pour les repas, déjeuner et dîner, ils étaient invités à la maison d'Ali à Zenqat el-Hamra, un traitement digne de seigneur. Ali se faisait appeler par son vieux nom italien, Aldino, et étant en période d'inactivité des corsaires, à cause de l'instabilité météorologique des mois hivernaux, il travaillait avec eux. Il s'amusait avec eux et ensemble, pour calmer la sécheresse des gorges dues aux poussières, ils buvaient du vin de Candia arrivé clandestinement à Alger dans des cruches cachées entre les caisses de la cale. Après les journées de travail passées enfermés dans la mosquée, il prenait forme et vie à côté du palais. Les maîtres tailleurs et carreleurs sentaient le besoin de donner un peu de repos au corps et à l'esprit. Ils avaient pris l'habitude de se donner rendez-vous au jardin du palais pour déguster du fromage frais de chèvre, don quotidien de Moussa le berger, des olives salées et des pistaches grosses comme des noix, en buvant du vin blanc, et ils papotaient. Tous les habitants du quartier étaient attirés par l'aisance décontractée de la scène de ces rencontres et accouraient, attirés par les voix amusées qui montaient et rebondissaient en rimes allusives, piquantes et spirituelles des chansonnettes. Après la prière du Maghreb, le palais du Pacha Ali restait traditionnellement ouvert aux gens du quartier qui aimaient se restaurer l'âme en se faisant hypnotiser par le tout bruit des fontaines. En ces jours-là en plus, cette déclinguée et bruyante compagnie de Massoua
si rigide et sérieuse au travail, et si désinvolte et joyeuse dans le temps libre, saturez l'air de rire, plaisanterie et relax. Hein, Aldino, fais-moi plaisir. Passe-moi ce flacon rouge-là, s'il te plaît, cria Mitchin, pris entre les griffes de l'alcool, après avoir ingurgité tout seul une carafe de vin blanc et désormais disposé à intégrer sa saoulerie par l'étrange contenu rouge de cette bouteille. Allez, goûte-le et dis-moi si tu le reconnais, lance Ali sur un ton de défi. Pourquoi? Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas idiot, hein? Donne, fais-le-moi goûter. Il en prend quelques gorgées. Mais c'est quoi? C'est bon. Comment? Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà bu même à Massa? Alors? Le taquine Ali. Pense-y bien. La couleur ne te dit rien? De par la couleur, on dirait de l'arquemeuse, mais il est trop différent par la saveur. Belle comparaison, reconnaît Aldino. Arquemeuse. Mais par ici, on utilise des roses différentes pour le faire. Les roses de Damas. Tous les autres ingrédients sont pareils aux nôtres. C'est ici qu'ils l'ont inventé et ça s'appelle El Telmiz, qui veut dire cochenille, à cause de la couleur que ça prend. Selon moi, il irait très bien avec notre gâteau de riz. Ce serait vraiment excellent. Peut-être bien qu'en retournant à Massa, j'en ramènerai une bouteille à Makaté et je la lui ferai mélanger avec le lait. Rappelle-le-moi, toi, j'en ai plein la cave. Oh, Aldino, mais pourquoi tu t'es mis à construire une mosquée? Qu'est-ce que tu vas t'en faire? Demande timidement Carletto, qui n'a pas pu résister à la curiosité qui le tenaillait depuis son arrivée. Quand je l'aurai fini, vous comprendrez. De toute façon, vous y serez vous aussi. Ali Bitchin en personne suivait les travaux de sa mosquée. Pour son édification, il avait recouru, comme il est facile de deviner, au savoir-faire des maîtres appuyants les plus compétents en matière de marbre. Pour le projet et le plan par contre, il avait fait appel au génie et à l'expérience incontestée de Sedefkar Mehmed Ara, l'architecte de la cour ottomane. Le nec plus ultra sur la scène internationale, celui qui a projeté la mosquée bleue d'Istanbul. Après 4 mois de durs et ininterrompus tours de travail, ce 4 mars, la mosquée fut finie. Toutes les autorités politiques et militaires du pays étaient au rendez-vous chez Ali Pacha pour assister à l'inauguration du nouveau monument. Derrière, dans la ruelle, une foule curieuse s'était entassée. Ali salua les invités du haut des marches d'entrée, situées à côté de la fontaine de Isha'a, et les invita à entrer dans la nouvelle mosquée Ali Bitchin. Un spectacle fabuleux se présente aux yeux des invités. Le sol se présentait comme un lac de marbre, une esplanade homogène de blanc glacial qui, par la maîtrise des carreleurs et des tailleurs, ne laissait pas voir les interstices entre un carreau et un autre. Le marbre, par ses veines oniriques et dorées, devenait encore plus précieux sous le jeu des rayons obliques du soleil qui passaient à travers les fenêtres latérales et créaient dans l'atmosphère une candeur monastique. Le revêtement des parois en marbre paonazzo, avec ses filaments verdâtres semblables à des algues marines, culminait à 1 mètre du sol, avec une corniche en céramique disnique, de couleur cobalt, avec des motifs de tulipes et de petites roses qui donnaient à l'ambiance une élégance royale et une seigneurie pétillante. Tous les présents furent hypnotisés par le magnétisme discret de cette pierre immaculée qui libérait une énergie claustrale régénérante, une atmosphère ouatée et magique.